Nous attendions Monsieur le maire, maintenant qu'il est avec nous, pour ne pas prendre trop de retard. Vous êtes nombreux, il y aura peut-être beaucoup d'échanges, donc on va commencer dès maintenant. Je suis Valérie Cardon, je suis salariée de SMAC l'assurance, dont le siège est à Niort, mais qui est en fait l'assureur des collectivités territoriales, et nous sommes partenaires avec Maïf du festival. Donc pour cette conférence, et aussi vous avez des représentants de SMAC et de Maïf qui peuvent répondre à toutes vos questions sur un stand qui est dédié, que vous retrouverez à l'accueil du festival. C'en est fini pour SMAC et Maïf maintenant, parce que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette question des feux de forêt. En 2022, comme moi, vous avez peut-être été surpris de l'ampleur des feux de forêt qui ont impacté de nombreux territoires en France. Un peu moins cette année, mais malheureusement, il y a quand même eu beaucoup de territoires qui ont brûlé. Un scientifique nous apportera son point de vue, Anthony Collin, qui est chercheur à l'Université de Lorraine. Il nous expliquera ce phénomène des feux de forêt. Un feu de forêt, c'est un risque pour un élu, c'est une obligation, l'obligation de protéger ses populations. Nous avons demandé à Sylvie Baudon, qui est chef de service à la préfecture des Vosges, de nous expliquer quelles sont les obligations et responsabilités des maires pour faire face à la crise. Enfin, sur le terrain, une fois qu'on a établi toute la liste des obligations et des responsabilités des maires, comment ça se passe ? Dominique Pédoudzi, que je remercie d'être parmi nous, qui est maire de Fraisse-sur-Moselle, qui est président de l'Association des maires des Vosges et président du SDIS, avec ses multiples casquettes, pourra faire part de son expérience et de l'accompagnement de l'Association des maires pour ses élus. Pour que nos intervenants vous connaissent un peu mieux, je vais juste vous demander de lever la main à mes petites questions qui vont suivre. Qui parmi vous est élu local ? Ah ben. J'espère qu'on répondra à vos questions. Et qui a déjà, parmi les élus, finalement, il n'y en a pas beaucoup, qui a déjà dû faire face, mais globalement, qui a déjà dû faire face à un risque majeur sur son territoire ? Un feu, un séisme, une inondation ? Bah oui, parce qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est que le feu de forêt est une illustration. Et c'est une illustration d'un risque, d'une crise à gérer pour un maire. Je devais vous demander aussi, j'avais une question, si parmi vous, il y avait des pompiers ou d'autres représentants de la protection civile. Non. Bah écoutez, j'espère qu'on répondra à vos questions. Donc voilà, bah écoutez, moi je pense qu'il nous faut commencer et j'ai oublié, je ne sais pas s'il y a des représentants de la mairie de Saint-Dié dans la salle, mais si du coup il y en a un là. Merci de nous accueillir dans ce bel endroit pour cette conférence. Une mairie pour accueillir une conférence qui porte sur les responsabilités des maires, ben voilà, c'était idéal. Merci. Donc je vais rejoindre mes intervenants. Et je vais commencer par vous, Anthony Collin. Voilà, on est multitâche, vous allez gérer votre présentation. Commençons par poser un regard scientifique, si vous voulez bien. Préciser peut-être le périmètre de vos missions et posons un regard scientifique sur ce phénomène des feux de forêt. Est-ce que vous avez été étonné, vous, en 2022 et cette année, par des feux de forêt qui ont touché plutôt des pays du pourtour méditerranéen? Est-ce que vous êtes étonné de l'ampleur de ces phénomènes ? Alors pour ce qui est de cette année, bonjour à toutes et à tous, pardon. Effectivement, on est quand même sur un rythme soutenu en 2023. 2022 a été catastrophique en fait en France. Et si vous avez un peu suivi l'actualité dans le monde, le Canada connaît on va dire une année dramatique avec 18 millions d'hectares. Et il faut savoir que la plus grosse surface qu'ils ont brûlée de manière quotidienne, en fait, c'était le 23 septembre. Donc c'est pas si vieux. Et donc ce risque, il est permanent. Donc, pour cette matinée, en fait, ce que je voudrais vous donner, ce sont les clés pour mieux comprendre finalement ce risque. Et en se focalisant uniquement sur la partie française, parce que comme les techniques d'attaque, par exemple de feu, par les opérationnels sont différents, les conséquences finalement sur ces chiffres-là sont un petit peu différentes. Donc, on va uniquement se focaliser sur la France.
Alors pour connaître le risque, il faut essayer de l'identifier et le documenter. Et donc pour vous donner une définition de ce que c'est qu'un feu de forêt ou un feu de végétation, on met un petit peu ces mêmes incendies un peu dans le même sac. Ce sont en fait déjà des incendies qui se développent en surface, qui est opposé à des feux de sous-sol. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont en fait des incendies qui portent sur de la forêt jusqu'à des galeries, de la maquis, les landes. Et ce qui fait que c'est vraiment tout type de végétation qu'on peut retrouver. Et la seule contrainte, c'est qu'on ait au moins 1 hectare d'un seul tenant par rapport aux risques et aux enjeux en fait, qui sont derrière. Donc à partir de là, on a défini le risque. Et il faut savoir qu'en tant qu'élu citoyen, vous avez des bases de données qui vous permettent de regarder, d'analyser par vous-même, sans forcément passer par directement les médias, pour savoir si finalement ce risque il est important ou pas autour de vous. Alors, initialement, c'était essentiellement dans le sud-est de la France en fait, qu'on retrouvait une base de données qui est presque vieille de 50 ans, donc qui s'appelle la base Prométhée, qui a été initialement entretenue par l'ONF. Donc on a des informations sur tout ce qui est pourtour méditerranéen depuis les années 73. Ensuite, pour des raisons un peu professionnelles, le bassin aquitain s'est développé aussi d'une base de données parce qu'il fallait quand même connaître ce risque, donc qui a été développé par un groupement d'intérêt public depuis 1992. Et puis pour le reste de la France, donc, c'est l'IGN qui entretenait ces données-là et qui faisait qu'on avait 3 bases de données différentes avec des modalités, des définitions un petit peu différentes d'une base à une autre, ce qui était très compliqué jusqu'à présent de pouvoir bien comprendre et analyser ce risque en France. À partir de 2023, il y a une seule et même base maintenant qui existe, qui est accessible sur le site du ministère de l'Agriculture, dont vous avez les références ici, et qui vont vous permettre d'analyser sur un secteur géographique donné l'évolution de ce risque-là. Et la petite cartographie que vous avez en fait sur ce transparent, c'est simplement la date d'apparition, l'année d'apparition des premières données en fait en France. Donc bien sûr, on retrouve le bassin méditerranéen qui est largement impacté depuis les années 73, mais après, au fur et à mesure que ces données ont évolué, le risque a remonté en fait en France vers le nord. Au niveau européen, depuis 1998, il existe une source qui est remise à jour quasiment quotidiennement, une source qui regroupe l'ensemble des feux qui ont lieu en Europe. Donc c'est ça qu'utilisent assez souvent les journalistes quand ils vous présentent des scénarios un peu catastrophiques en été. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une corrélation en fait entre les bases françaises et les bases européennes. Il y a un petit peu de différence entre ces bases-là. Alors quand on regarde en fait sur 50 ans, par exemple, sur le pourtour méditerranéen, on peut essayer de tracer l'évolution au cours du temps des surfaces brûlées et du nombre de feux qui a eu lieu. Donc la surface brûlée ici est représentée par un histogramme en bleu. Et la courbe en orange, en fait, c'est le nombre de départs de feu qu'il y a eu dans le massif, dans le sud-est, pardon. Donc ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'avant les années 90, on était sur un rythme relativement soutenu de départ de feu, et donc nécessairement, par mimétisme, en fait, la surface était également importante. Et autour des années 90, on a une diminution finalement du nombre de départs d'incendie et du nombre de diminution de la surface qui est impactée, sauf en 2003, qui était une année de canicule, il faut le rappeler. Alors qu'est-ce qui s'est passé aux alentours des années 90 ? C'est qu'en France, en fait, on a changé de doctrine pour la sécurité civile, c'est-à-dire que tous les feux naissants étaient attaqués avec des moyens suffisants de façon à limiter la propagation de ces incendies et pas forcément de les laisser courir. Et donc, grâce à des méthodes de prévention et d'attaque, vous voyez que naturellement, en fait, le risque a été un petit peu contenu et a diminué dans le temps. Par contre, chose qui a un petit peu apparu, ce sont les épisodes un peu exceptionnels. Et en fait, ce que l'on va voir, c'est que ces épisodes exceptionnels ont tendance finalement à se répéter dans le temps. Alors pour vous donner une ordre d'idée, c'est que les surfaces brûlées en France par an, c'était à peu près 32 000 hectares avant ces années 90. On est passé ensuite aux 20 ans suivants en fait, à 15 000 pour descendre en fait, sur les 10 dernières années à 7 000 hectares. Mais ce qu'il faut faire, c'est mettre en regard les 2 dernières années. On est à 74 000 hectares qui ont brûlé en France en 2022. Et au mois de septembre, on est à peu près à 22 000 hectares. Donc on est quand même sur la décennie qui vient de passer, sur 2 événements, 2 années un peu particulières quand même. Quand on regarde en fait le nombre de départs de feu qui ont eu lieu entre 2011 et 2022, vous avez la cartographie que vous avez à gauche. Donc bien évidemment, compte tenu de la sécheresse, l'état hydrique de la végétation, ce sont bien sûr les départements du sud de la France qui sont principalement impactés par des départs d'incendie. Il faut le mettre aussi en regard par rapport à l'activité humaine et au tourisme qui font que ces zones sont de forte influence.
Ce que vous avez à côté, par contre, il faut le mettre en regard avec cette carte-là, c'est à droite, les surfaces moyennes qui sont brûlées par an. On pourrait s'attendre à une carte similaire avec des couleurs identiques, mais on s'aperçoit en fait que le nord de la France, avec peu de départs d'incendie, finalement est fortement impacté par rapport au sud. Alors pourquoi ? C'est simplement parce que le nord de la France est de plus en plus impacté par des vagues de chaleur, que le nord de la France est principalement impacté aussi par l'agriculture, et donc quand des grands champs prennent le feu, ce sont des hectares en fait qui vont brûler immédiatement. Et puis vous avez aussi au nord de la France des massifs forestiers qui n'ont pratiquement jamais connu l'incendie. Et donc ce qui fait que la masse de végétation sèche qui est au sol est assez considérable. Et ce qui fait que vous avez quand même une disparité entre le nord de la France et le sud, entre le nombre de départs de feu par rapport à la surface qui est impactée, et le nord qui, pour peu d'incendies qu'on recense, on va avoir de grands départs. Anthony, je vais préciser tout de suite que si vous le souhaitez, nous pourrons vous envoyer les supports avec la permission de nos intervenants. J'ai laissé sur la petite table où il y a des documents à la sortie, un tableau, voilà. On va respecter la règle RGPD. On vous enverra que le support de ce jour. Alors pour terminer sur cette partie-là, c'est simplement, comme je vous l'ai dit, on vous a vu que le nombre de départs et les surfaces brûlées diminuaient un petit peu chaque année. Donc on a l'impression que la partie prévention et la partie protection par les sapeurs-pompiers est efficace. Mais la chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est ces histoires de grands incendies. C'est-à-dire que quand les surfaces brûlées sont supérieures à 100 hectares. En France, en 30 ans, vous avez, si on recense un peu dans ces bases de données, 68 000 départs de feu. 0,8% ce sont des grands incendies, mais ils vont être responsables de 73% de la surface brûlée. Et donc quand on parle de gestion du risque, c'est ces incendies-là en fait, vers lesquels il faut se tourner, et c'est les plus problématiques. Alors bien sûr, vous en avez peut-être encore en tête certains d'entre eux, mais on peut voir que la fréquence de ces grands incendies, elle augmente dans le temps. Et c'est ça qui fait que le problème des feux de forêt est un problème majeur et qu'il faut prendre en compte. Alors de mémoire d'homme, en fait, l'incendie le plus important, c'est celui du Cesta, en 1949. En fait, 52 000 hectares ont brûlé dans le massif aquitain. Et pour ce qui est de la base de données qui existe, en fait, depuis 50 ans, c'est le feu de Landiras de l'année dernière qui a eu lieu, qui a brûlé en fait 22 000 hectares. Donc, malgré ce feu qui a eu lieu le Landiras, vous voyez qu'on a encore connu au moins 3 épisodes différents au cours d'une année pour ce genre d'incendie-là. Mais au sein de votre unité de recherche à l'Université de Lorraine, donc pour préciser, vous êtes déodacien d'origine, donc vous êtes chez vous aussi aujourd'hui. Au sein de votre unité de recherche, vous étudiez les mécanismes de propagation. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors l'objectif de comprendre comment se propage un feu de forêt, c'est aussi pouvoir mettre en regard des techniques de protection des populations ou des biens que l'on va pouvoir développer et faire évoluer la législation, parce que c'est un peu notre rôle en tant qu'universitaire, c'est pas forcément de venir au secours directement du particulier, mais plutôt de faire bouger les lignes au niveau national. Donc, pour vous faire un tout petit peu un cours, parce que c'est ma casquette d'enseignant qui reprend le dessus, comment en fait se développe un feu ? Il faut 3 éléments, on appelle ça le triangle du feu. Donc c'est d'un combustible, malheureusement dans une forêt il est en quantité très très importante. Il vous faut un comburant, c'est-à-dire c'est l'oxygène qui est présent dans l'air, et là malheureusement il est en quantité illimitée. Et donc la seule petite chose sur laquelle on peut jouer en tant que préventeur, pour protéger finalement notre forêt, c'est cette petite énergie qu'on doit apporter, la petite étincelle qui va faire que le feu va se développer. Et cette petite énergie, en fait, elle va pouvoir avoir plusieurs origines possibles. Une origine électrique, un défaut sur une ligne électrique, un orage qui va déclencher tout ça. Mécanique avec des frottements, par exemple le ballast que vous avez sur les voies ferrées peut créer des petites étincelles. D'un point de vue chimique, donc ça pour les bottes de foin, quand elles sont mal séchées, quand le foin est mal séché et qu'il est directement pressé, ça peut engendrer par fermentation de la chaleur, ou bien simplement toute activité humaine qui apporte un point chaud à un moment donné. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand même que à peu près 85% des feux qui sont initiés sont dus de l'activité humaine, volontaire ou involontaire. Donc notre action a forcément un lien à partir du moment où l'humain se rapproche finalement des zones végétalisées, on va avoir un rôle assez important sur le développement de ces feux. Et ensuite, quand on allumait ce feu-là, comment ça se propage ? Vous allez avoir 2 types de transferts de mécanismes de propagation. Donc vous avez votre feu, il va déjà y avoir un mécanisme de propagation de chaleur, c'est-à-dire que la végétation vierge, au contact de la flamme, tout simplement va s'échauffer et puis va se mettre à brûler. Donc ça, c'est le mécanisme le plus simple qu'on peut imaginer.
Le deuxième, qui est un peu plus vicieux, c'est par rayonnement. Alors le rayonnement, il faut le comprendre comme que quand vous chauffez votre four dans votre cuisine et que vous ouvrez assez rapidement votre porte, vous avez un ressenti de chaleur. Ça, c'est simplement parce que les parois de votre four sont à très haute température, elles vous envoient de la chaleur directement. C'est pas par contact, c'est à distance. Et donc, en fait, quand vous êtes dans un feu ou devant votre barbecue, vous ressentez cette chaleur-là. Et donc, à distance, le front de flamme va pouvoir chauffer la végétation vierge ou malheureusement chauffer votre habitation parce que vous avez du bois apparent, parce que vous avez des dalles de bois en fait sur votre terrasse. Tout ce mécanisme-là va faire qu'on va pouvoir avoir une propagation qui va se faire par un transfert de chaleur. Et ensuite, on peut aussi avoir un transfert de masse qui a lieu, c'est-à-dire que quand vous avez le front de flamme qui brûle, le vent va faire qu'il va transporter des particules incandescentes et les transporter vers de la végétation vierge ou encore une fois votre habitation. Donc ce que je veux vous dire, c'est pour mieux comprendre quelles sont les obligations qui sont par rapport à une commune, c'est qu'en fait on définit les rôles cruciaux que sont la quantité de végétation que vous avez au sol et aussi la notion de distance par rapport à la protection. Et enfin, pour terminer, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous vous baladez avec une petite allumette dans une forêt, vous n'allez pas pouvoir allumer un arbre tout de suite. C'est-à-dire que pour avoir un feu de forêt gigantesque, il va falloir qu'on allume la litière, donc la petite strate végétale qui est très, très faible, qui n'est pas énormément chargée, qui va donner son feu ensuite à une broussaille ou un taillis, et ce taillis-là va attraper la cime des arbres et brûler éventuellement une forêt. Donc il vous faut l'ensemble de ces strates végétales-là pour pouvoir brûler. Et donc, au regard de ces différentes strates végétales, vous avez différents types de feux qui ont lieu. Donc, les feux de sol qui sont aux alentours du centimètre par seconde. Donc, les flammes sont à hauteur d'homme. Les pompiers peuvent intervenir sur ce genre de feu-là directement sans aucun problème. Sur les feux de broussailles et feux de taillis, on a face à vous des feux de surface. Donc, les flammes vous dépassent déjà en hauteur. Là, ça commence à être un peu plus compliqué. Il faut des moyens aériens pour les sapeurs-pompiers. Et une fois qu'on passe sur les feux de cime, là, on a quasiment un front de flamme qui marche à votre vitesse de marche, c'est-à-dire de l'ordre du mètre par seconde. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que la puissance qui est délivrée par ce front de flamme, si vous considérez 300 mètres de front de flamme, c'est l'équivalent d'une puissance d'une centrale nucléaire, du moins d'une tranche. Donc c'est des puissances qui sont gigantesques et qui font que, malheureusement, ça, c'est plus à notre échelle de temps, à notre échelle d'espace pour pouvoir le gérer. Et c'est vraiment très, très compliqué. Merci Anthony Collin. Vous passez le micro à votre voisine de gauche, Sylvie Baudon. Sylvie, vous êtes chef de service à la préfecture des Vosges. Vous allez tout de suite nous dire lequel et quelle est sa vocation. Sans que le maire soit un scientifique, c'est quand même indispensable qu'il ait ces données en tête parce que il y a toute une réglementation qui organise la gestion des crises en France et pour laquelle il est au centre du dispositif. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis Sylvie Baudon, je suis chef du service interministériel de défense et de protection civile à la préfecture depuis 2 ans maintenant. Alors, effectivement, là, on vient de parler des feux de forêt, mais la gestion des crises, ça va être pour une multitude de risques. Ça peut être, on va rentrer en crise pour un séisme, on va rentrer en crise pour une inondation, pour un orage. Voilà, on rentre en crise pour différents événements. Les accidents de la circulation peuvent nous faire déclencher des COD, des cellules de crise. Et on s'aperçoit que les crises sont de plus en plus nombreuses. Donc il faut vraiment que chacun ait un peu anticipé ces crises qui arrivent n'importe quand, n'importe où, on le sait. Donc l'ensemble du territoire est concerné, même si la commune n'est pas concernée par un risque majeur. En termes de réglementation, vous inquiétez pas, je vais aller très vite. Il faut juste noter que la sécurité civile est comprise dans le pouvoir de police général du maire. Ça, c'est le CGCT, que les élus connaissent par cœur, qui le dit. Vous avez aussi le code de la sécurité intérieure, qui lui va définir ce qu'est la sécurité civile, qui va énumérer les acteurs et qui va définir les plans communaux de sauvegarde et les plans intercommunaux de sauvegarde. On va juste citer aussi la loi du 13 août 2004, de modernisation de la sécurité civile, et la loi dite Matras du 25 novembre 2021, qui ont donc instauré et renforcé les PCS et les PICS. S'agissant du rôle du préfet et du maire lorsqu'il y a une crise. Alors, il faut savoir qu'une situation de crise,
Ça nécessite une mobilisation et une coordination efficace et rapide. Hein. Surtout le début de la crise, le temps est compté en début de crise. Donc cette coordination, cette mobilisation des moyens va être faite par une autorité unique qu'on va appeler directeur des opérations. Vous entendrez parfois directeur des opérations de secours, mais maintenant on dit directeur des opérations, qui pendant ces crises donc est investi des pouvoirs de police. Donc ce directeur des opérations, il va diriger, coordonner les actions donc, des différents acteurs. Il va aussi assurer et coordonner la communication. La communication en temps de crise est un vrai sujet compliqué. Il va informer donc aussi les différents niveaux supérieurs. Donc ce sera le préfet, ce sera ensuite la zone, ce sera ensuite le ministère. Voilà. Il va falloir, pendant cette crise, anticiper les conséquences, puisqu'il y a forcément des effets rebonds d'une crise. Vous avez un accident, il faut couper la circulation, donc ça donne des impacts sur l'hôpital qui est à côté. Voilà, c'est tout un enchaînement. Et surtout, donc, mobiliser les moyens, qu'ils soient publics ou privés. Alors, la grande question, c'est qui est le directeur des opérations ? De par la proximité, la commune est la première entité à gérer la crise, et donc le maire, avec ses pouvoirs de police, est le directeur des opérations pour tous les événements qui se passent sur sa commune. Pour les événements dont la capacité de réponse peut être gérée par la commune, et tant que ça ne dépasse pas les limites de la commune. À partir du moment où ça dépasse donc, les limites de la commune, ou que la commune ne peut pas faire face, parce que c'est vraiment il s'est passé un gros événement, ou alors, mais ça n'arrive jamais, le maire s'est abstenu de faire quoi que ce soit, alors à ce moment-là, c'est le préfet qui va devenir donc, directeur des opérations. Alors, lorsque le préfet prend la main des opérations, le maire n'est pas tout à fait déchargé. Hein, le maire a toujours pour mission donc, de mettre en œuvre les mesures de sauvegarde de sa population. Donc ça veut dire qu'il va gérer l'alerte des populations, il va gérer l'évacuation ou l'hébergement des personnes, et surtout ensuite le soutien matériel de toute sa population. Les outils donc, pour anticiper et gérer les crises. Alors anticiper, gérer les crises, c'est quoi ? C'est d'abord connaître les risques de sa commune. Et pour ça, vous avez le DDRM et des sites. C'est ensuite informer la population. DDRM ? Ouais, je vais y revenir après, voilà. On aime beaucoup, on est un peu feignant, on aime beaucoup les acronymes. Ensuite, il faut organiser la crise et ensuite, il faut s'entraîner. Ça, c'est très important. Alors, voilà, le fameux DDRM. Donc, connaître les risques de sa commune, vous pouvez vous appuyer sur le document départemental des risques majeurs qui est fait par la DDT, Direction départementale des territoires, ex-DDE, peut-être que ça parle mieux. Voilà. Donc, ils ont un service risque et un service mission de crise aussi hein, chez eux. Donc, on travaille beaucoup avec eux. Donc, ce DDRM va viser à informer et sensibiliser les élus, mais aussi les citoyens aux risques auxquels ils peuvent être confrontés. L'acculturation des citoyens aux risques est très important. Hein. Donc, c'est la DDT, je l'ai dit, qui rédige ce document, qui est actualisé tous les 5 ans. Le dernier DDRM que nous avons, il date du 8 décembre 2021. Donc, il est envoyé à tous les maires. Vous pouvez le retrouver également sur le site. J'ai mis un petit peu les liens en bas de la slide. Vous pouvez aussi, que ce soit les élus ou même un particulier, aller sur le site Géorisque. Et moi, j'invite les particuliers à le faire. Vous rentrez l'adresse de votre habitation ou n'importe quelle adresse et vous aurez les risques et le niveau de risque qui est sur votre parcelle. Et ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, une fois qu'on a connaissance des risques, il va falloir que les élus informent leur population de ces risques. Et là, c'est dans le DICRIM, qui est donc le document d'information communale sur les risques majeurs, qui est obligatoire pour toutes les communes qui ont un risque majeur sur leur territoire. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'informer la population du risque et surtout de donner des consignes. Et il va falloir que, dans l'idéal, les citoyens s'accaparent sa culture à ces consignes. Réglementairement, le DICRIM est porté à la connaissance donc, du public par affichage pendant 2 mois, puis ensuite il est consultable en mairie. Mais voilà, les gens ne passent pas forcément toujours en mairie, ils ne vont pas toujours voir les affichages. Donc nous, on invite les élus à faire des petits flyers, des trucs tout simples, mais qui soient déposés dans les boîtes aux lettres pour essayer de toucher le plus grand nombre.
Alors, ensuite, organiser la gestion de crise, c'est d'abord, préparer sa crise, si je peux dire, c'est l'organiser, c'est établir son plan communal de sauvegarde. Vous savez que le plan communal de sauvegarde est obligatoire pour des communes qui remplissent certains critères, dont je ne vais pas aller plus loin parce que ça va devenir un petit peu compliqué. Mais ces plans de communaux de sauvegarde sont vraiment très, très, très importants. Je n'insisterai jamais assez auprès des élus qui sont là. Faites vos PCS, c'est très, très important. Vous vous sentirez mieux quand la crise viendra parce que vous aurez déjà travaillé un petit peu toute la logistique de la crise. Et comme je le disais tout à l'heure, les premières minutes de la crise, c'est là où on se gratte la tête logistique. Où je vais mettre mes habitants, où est la clé de la salle des fêtes, mince, c'est le premier adjoint qui est parti avec, bah mince, il est à l'hôpital, qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est très basique, mais c'est hyper, hyper important. Donc le plan communal de sauvegarde est donc un document opérationnel qui doit recenser les moyens de la commune. Donc, où je vais mettre mes administrés s'il se passe un truc? Est-ce que j'ai des tables? Est-ce que j'ai des sièges? Voilà. On ne vous demande pas d'investir, on vous demande de savoir, de recenser. Et vous pourrez dire, voilà, moi je peux accueillir 50 personnes. J'en ai 100 à accueillir, comment je fais? Je vais aller voir le petit copain d'à côté, le maire d'à côté, voilà. Ou alors, on appelle le préfet, puis nous, on voit comment on peut faire. Mais au moins, vous savez, voilà, vous savez ce que vous pouvez donner. Voilà. Donc, je vous invite à faire vos PCS. Je me retourne parce que là, je ne vois pas les chiffres. Mais voilà, comment vous dire qu'il y a des PCS obligatoires, je vous ai dit, c'était les communes qui répondent à certains critères, et que sur 294, nous en avons 76. Voilà, c'est pour ça que j'insiste sur ces PCS, parce que c'est important. Alors oui, c'est une obligation, oui, c'est réglementaire, oui, c'est pénible, mais qu'est-ce que ça va? Vous allez être dans le confort de la crise quand vous l'aurez établi. Franchement, vraiment, c'est pour vous. Donc moi, je vous invite à aller sur le site de la préfecture. C'est pas que je fasse de la pub pour le site, mais là, il y a tous les liens qui sont vraiment utiles. Il y a des maquettes de PCS, il y a des aides à la rédaction. Et ensuite, si vous êtes un peu perdu, parce qu'on comprend, on sait que c'est compliqué, n'hésitez pas à appeler la direction départementale des territoires qui va vous aider techniquement à faire votre PCS. Alors, on a maintenant un nouvel outil, si je peux dire, qui est le PICS, I comme intercommunalité. Donc, c'est un outil là, de coordination et non pas de gestion de crise, contrairement au PCS. Et ce n'est pas parce que l'interco, le PCI dont vous dépendez va faire son PICS que vous serez exonéré de votre PCS. D'accord ? Le pouvoir de police incombe toujours au maire. Vous adorez les sigles. Concrètement, la commune de Saint-Dié, elle est dans quelle intercommunalité? Je ne connais pas la géographie des communauté d'agglo de Saint-Dié. Voilà. La mairie de Saint-Dié, les mairies voisines relèvent d'un plan de prévention des risques naturels, donc elles ont l'obligation de faire leur PCS. La loi Matras transfère à la communauté d'agglo l'obligation de cohérence et de cohérence des PCS à l'échelle de son territoire. Ça ne veut pas dire que la mairie de Saint-Dié, elle n'a plus besoin de faire son PCS. Ah non, justement, elle a encore besoin de faire son PCS parce que le PCS de la mairie de Saint-Dié, ce sera vraiment un PCS très opérationnel de gestion de crise. Alors que le PICS, le plan intercommunal, va lui avoir pour but plutôt de recenser l'ensemble des moyens de l'intercommunalité qui pourra venir en soutien justement à la commune qui est en difficulté pour gérer la population, etc. Donc voilà, c'est vraiment un outil en plus. C'est pas un outil qui se substitue, c'est vraiment un outil en plus. Même s'il est obligatoire pour tous les EPCI qui ont une commune qui a elle-même un risque. Donc je vais vous dire que toutes les intercos vont être obligées de faire un plan. Merci. Vous continuez ou je peux continuer juste un tout petit peu, parce que pour organiser sa crise, donc le PCS est très très important, mais aussi n'oubliez pas, vous pouvez faire une réserve communale de sécurité civile. Donc ce sont des bénévoles qui au moment de la crise vont vous aider, mais qui peuvent aussi faire de la prévention. Ils peuvent faire de la prévention, expliquer aux gens les risques de la commune. Ensuite, vous aider au moment où vous aurez besoin de petites mains pour la crise. Et après la crise, aider au nettoyage.
même faire des papiers d'assurance, etc. Voilà. Donc ça, c'est important. Ces réserves communales de sécurité civile, ce sont des bénévoles. Et juste, je vais finir là-dessus. Une fois qu'on a anticipé, qu'on a bien son PCS, ben, il faut s'exercer. Parce que la crise, il faut s'exercer. Il n'y a que ça. Et on a un nouvel outil qui est vraiment très, très bien, qui est fait par l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. En appui, donc c'est une association, en appui avec les ministères de l'écologie, de l'intérieur. Et ils ont monté des exercices clés en main d'une demi-journée. Les communes s'inscrivent et donc peuvent bénéficier de cet exercice clé en main avec plusieurs thèmes. Il y a les tempêtes, il y a les inondations, les transports de matières dangereuses. On a quelques communes, donc il y a déjà une première session en mai-juin. On a quelques communes dans les Vosges qui ont joué, on appelle ça jouer, qui ont beaucoup apprécié. Nous-mêmes, préfecture, on va essayer de... on était observateurs sur ces exercices-là, pardon. On va continuer à être observateur parce qu'on veut impliquer les communes. Donc observateur, ça veut dire qu'on regarde, on va dans votre commune, on regarde comment vous gérez la crise et on vous dit ce qu'on en pense. C'est pas du tout, il n'y a aucun jugement. Nous-mêmes, on fait des exercices, vous le savez. C'est compliqué, les exercices, c'est toujours un peu stressant. Mais il faut en faire, c'est important. Et nous, on est là pour, voilà, si vous le souhaitez. Raon l'Étape, par exemple, a fait un exercice au mois de juin. Et donc, j'ai quelqu'un de mon bureau qui a été les voir et qui les a aidés, voilà, pour la première fois, en leur disant, attends, il faut penser à ça, il faut penser à ça, voilà. Et je pense que pour vous, c'est vraiment très bien. Donc, je vous incite à vous y inscrire. Ça marche tellement bien au niveau national qu'ils ont remis là 2-3 dates au mois de novembre. Voilà. Merci. Donc, si vous allez sur le site, vous aurez tous les éléments. Et puis, vous serez encore là à l'issue de la table ronde pour répondre aux questions. Dominique Peduzzi, vous êtes maire, président de l'association des maires, président du SDIS des Vosges. Vous avez forcément plein de choses à nous dire et à partager aujourd'hui. Moi, j'ai noté des mots-clés dans les deux interventions qu'on vient d'entendre. J'ai noté une ampleur exceptionnelle. J'ai noté un devoir de mémoire. J'ai noté un devoir d'entretien de ces territoires. J'ai noté beaucoup d'obligations qui relèvent des maires et un souci d'efficacité pour être pleinement opérationnel le jour J. Que fait-on de tout ça quand on est maire? Joker. Non. Alors, bonjour à toutes et à tous. D'abord, quand on parle de Madame le maire ou Monsieur le maire, il faut bien qu'on se dise que derrière, il y a eu une équipe municipale, que c'est un travail collectif. Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux. Donc, on a déjà plus dans une personne, même si la loi dit... C'est la personne qui a été, c'est le conseiller municipal ou la conseillère municipale qui a été désignée par les conseillers municipaux pour représenter, incarner la commune. C'est bien entendu un travail d'équipe. Et pour rassurer tout le monde, si Madame le maire ou Monsieur le maire sont indisponibles, on ne s'occupe pas de savoir s'ils sont partis cueillir des champignons, s'ils sont en vacances, s'ils sont hospitalisés ou s'ils boudent. La loi, elle est très simple, il y a l'ordre du tableau. Et l'ordre du tableau, c'est tout simplement que quand le maire n'est pas joignable, instantanément, le premier adjoint est en responsabilité du fameux directeur des opérations de secours, disait-on dans le temps. Si le premier adjoint n'est pas joignable, le deuxième, le troisième, jusqu'au dernier conseiller municipal. C'est-à-dire qu'il y a quand même une organisation qui est faite pour que, territorialement, il y ait toujours quelqu'un qui puisse indiquer, prendre des responsabilités et pouvoir faire. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, l'évolution. Alors un petit, dans l'arborescence réglementaire que vous avez présenté, il y a un texte qui doit être de 1952, me semble-t-il, qui oblige les maires, les communes, à mettre à disposition des pompiers l'eau. Les pompiers n'ont pas à courir après l'eau. C'est les communes qui doivent se mettre en mesure de pouvoir fournir de l'eau aux sapeurs-pompiers, et il n'y a pas que les bornes incendie. Donc c'est une très vieille loi qui a été ressortie et réinitiée, et on a travaillé avec l'association des maires et la préfecture des Vosges pour que les choses puissent se remettre en place.
Alors, que vous dire de tout ça sur la mémoire? Il y a quelque chose qui était assez rigolo avant le Code général des collectivités territoriales. Il y avait le Code des communes qui était beaucoup plus petit. Et alors, il avait une phrase qui était assez rigolote. Il disait « Le maire doit faire cesser tout incendie sur sa commune. Point. » Alors, si avec une phrase comme ça, on ne piche pas, là, il n'y avait pas besoin de faire beaucoup d'études pour comprendre cette phrase. Après, l'interpréter, ça, c'est autre chose. Cette évidence-là, elle relate quand même quelque chose qui est devenu différent. À l'époque, vous aviez un sinistre, vous alliez à l'église si vous en aviez une, vous sonniez les cloches, la population revenait, on sortait des champs, on sortait des usines, et on était, entre guillemets, les gens du bassin de vie, c'est-à-dire du village ou de la ville, à combattre le feu. À combattre le feu avec deux outils, la hache, pour faire le travail de sape, d'où le sapeur-pompier, et puis l'eau, avec des pompes qui n'ont cessé de se moderniser. Mais voilà, c'est les deux seuls outils que la population avait. Alors tout ça, c'est structuré, mais pourquoi on était sur l'échelle du village? Parce que grosso modo, 90% d'une population, elle était sur ce bassin de vie. Nos modes de vie ont considérablement évolué. Les interactions et les interconnexions qu'on a entre ville et village. Le fait qu'en une trentaine d'années, on soit passé d'un déplacement moyen pour se rendre de son domicile au travail. On est passé de 3 à 30 km et aujourd'hui on est à 40 km. Ça veut dire que les bassins de vie sont en interaction. Avant, quand on était dans un village, on allait à l'association pour ses enfants, on allait à l'association du village. Aujourd'hui, quand vous entendez les parents, à telle heure, ils sont à conduire l'aîné à tel endroit. Une demi-heure après, ils sont à un autre endroit, etc. Donc, nos vies ont changé et ça, il faut qu'on en ait bien conscience. Nos vies ont changé dans l'organisation des espaces urbains, dans l'organisation des espaces agricoles, dans l'organisation des espaces forestiers. Et c'est tous ces changements qui sont accélérés après la Deuxième Guerre mondiale, pendant presque 30 années, qui font qu'il faut qu'on s'organise différemment. Ça ne veut pas dire que ce qu'ont fait nos aînés était n'importe quoi. Ce qu'ont fait nos aînés correspondait aux risques qui étaient en face d'eux. Aujourd'hui, nous avons des risques différents. Nous devons donc nous adapter. Alors, il y a tout un tas de documents, de plans, etc., qui sont faits. Ils servent aussi, ces plans, à pouvoir déterminer les évolutions qui sont toutes petites et insignifiantes dans notre vie quotidienne, mais qui, le jour d'une gestion de crise, posent problème. Par exemple? Une usine prend feu. Une usine prend feu, eh bien, il y a 40 ans, il y avait la moitié des ouvriers qui habitent, ou les 2/3 des ouvriers qui habitaient le village, le contremaître, le directeur, le patron, enfin, tout le monde était là. Et donc, quand il y avait un incident sur l'usine, les gens étaient quelquefois même là avant que les secours arrivent. Aujourd'hui, vous avez la même usine qui prend feu, vous pouvez avoir 2/3 des personnes qui ne résident pas sur la commune, et celui ou celle qui a les clés peut être à 30 km de là. Eh bien, quand vous êtes devant la porte d'une usine qui est fermée, qui a un incendie, par exemple, il peut y avoir d'autres risques, et qu'il faut attendre, alors on n'attend pas, hein, on n'attend pas. Mais vous imaginez quand même que les personnes qui détiennent l'histoire de l'entreprise, qui savent où sont stockées les matières, l'histoire où comment c'est organisé, eh bien, tout ça, il faut un temps de mobilisation qui est plus long. Alors si on dit, ben, on fait comme dans le temps, ça ne marche pas. Donc il faut des inventaires, il faut des plans, il faut pouvoir s'organiser, qui est où, qui fait quoi. Et il faut quand même savoir que la gestion des plans de crise, il faut des entraînements parce que quand votre cerveau est calme, vous pouvez y ranger des choses, une multitude de choses. Quand vous êtes devant une gestion de crise, votre cerveau va se contracter et ne va couler de ce cerveau que le jus de la matière que vous aurez mis préalablement dedans. Si vous n'avez pas en temps décontracté posé dans votre cerveau un certain nombre de choses, elles ne pourront pas ressortir au moment de la gestion de crise. C'est une pub pour Préparisque, ça. C'est une pub pour Préparisque, mais c'est aussi pour comprendre, parce que quand on dit que quand on s'entraîne, on est dans un mode jeu, on pourrait se dire, bah, s'il joue, ça ne sert à rien. Non, ce sont des manières de faire rentrer dans la matière cérébrale
un certain nombre d'informations qui vont être posées dans un coin et qui, on l'espère, ressortiront au moment opportun. Donc il faut qu'on le fasse individuellement et il faut qu'on le fasse collectivement. Donc tous les inventaires, toutes les manœuvres, tous les exercices servent à ça. Ranger dans le cerveau de chacun un certain nombre de choses qui devront ressortir plus ou moins spontanément de manière urgente dans la gestion de crise. En sachant que les plans de gestion de crise sont comme les plans de bataille. Les militaires disent que la première victime d'une guerre, c'est le plan stratégique de bataille. Parce que le risque, comme une guerre, il ne surgit jamais comme on l'a prévu, jamais au moment où on l'a prévu, jamais dans l'intensité qu'on a prévue et jamais sur l'endroit où on l'attend. Donc il faut des plans, mais il faut aussi une plasticité, une fluidité de réaction au moment de la gestion de crise. Je sais que vous n'êtes pas attentiste. Je sais que ce qu'on vit là, sans être Madame Irma, vous saviez qu'à un moment, le réchauffement allait diffuser ce phénomène des feux de forêt. Vous avez rapidement, il y a quelques années, vous avez déjà réfléchi aux mécanismes et aux mesures à prendre. Oui, alors le risque est, une fois que vous êtes élu et que le Code général des collectivités territoriales dit c'est vous, vous dites que vous devez quand même vous y intéresser de gré ou de force. Alors moi j'ai un défaut, c'est que j'ai deux défauts. Je suis maire depuis longtemps, ça fait plus de 28 ans, mais je suis maire du village dans lequel je vis depuis toujours. Donc j'ai vu ce village évoluer et le risque et la gestion du risque, je l'ai vu évoluer aussi. Une grande modification dans la gestion des risques, c'est quand on est passé des casernes communales à une organisation départementale. C'est il y a 25-30 ans que ça a été décidé, 25 ans que ça a été mis en place. C'était un vrai bouleversement. Ça a été un vrai affront pour les élus, il faut le dire. À un moment donné, quand vous êtes dépossédé de quelque chose qui est aussi un marqueur aussi important que ça a été quand même une vraie période difficile à passer. Et pour autant, oui, les choses évoluent. Oui, il faut qu'on regarde. Et il faut qu'on arrive aussi à avoir un moment où on a la conscience de la chose qui change. Vous savez, c'est un peu comme vos gosses. Ils naissent. Donc là, on a la maîtrise. Enfin, on pense avoir la maîtrise. Dès qu'ils sont à la maternité, on pense avoir la maîtrise des opérations. Quand ils ne veulent pas dormir, quand ils ne veulent pas manger, et quand ils ne veulent pas faire ce qu'on veut qu'ils fassent au moment où on veut. Donc voilà. La maîtrise des choses, il faut toujours avoir un peu de recul. Mais nos enfants, on a toujours l'impression qu'ils ne changent pas. Du jour au lendemain, le lendemain, ils sont pareils que la veille, quasi. Sauf qu'au bout de 5 ans, 10 ans, ils évoluent. Eh bien, les choses, l'organisation, le risque aussi, ça évolue. Donc il faut qu'on ait deux choses. Il faut qu'on ait la conscience de l'instant, mais aussi il faut qu'on puisse se décrocher de cette conscience de l'instant pour se dire où on est et vers où on va. Et ça, c'est un exercice qui est assez difficile. Alors, dans les responsabilités que j'ai eues au fur et à mesure que j'ai évolué dans mon parcours, à un moment donné, je me suis dit, on a parlé tout à l'heure de la réserve communale de sécurité civile. Moi, j'avais essayé de la mettre dans ma commune, et puis, compte tenu que l'aléa est relativement peu fréquent, que l'occurrence est peu fréquente, on n'arrive pas à mobiliser les gens. C'est-à-dire que quand on leur dit, venez nous donner un coup de main, ils viennent. Puis on leur dit, on va faire des exercices, des manœuvres, des inventaires, on va ceci, on va cela. Et finalement, les gens, ils finissent par se lasser. C'est comme si un sportif, on lui disait, tu t'entraînes. Et il n'y a jamais de match. Il n'y a pas de championnat, il n'y a rien du tout. Donc la réserve départementale la réserve communale de sécurité civile, c'est une vraie difficulté que d'entretenir la flamme et l'enthousiasme de ceux qui se présentent là. Et comme j'étais maire depuis un certain nombre d'années et que j'avais vécu quelques échecs de réserve communale de sécurité civile, quand je suis arrivé à la présidence du SDIS, je me suis dit, mais on a des sapeurs-pompiers qui, soit parce que ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils servent la cause des sapeurs-pompiers, soit parce que la loi dit, à partir d'un certain âge, vous ne pouvez plus être sapeur-pompier. Et moi, je voyais toute cette population de personnes qui avaient passé une vie d'engagement. Et à un moment donné, on leur disait merci, au revoir. Certaines fois, on leur disait pas au revoir, on leur disait pas merci. Et puis,
c'est des gens qui ont été habitués à observer, c'est des gens qui ont été habitués à une organisation collective. Et je me suis dit, il y a une matière phénoménale de savoir, et certes, ils ne peuvent plus aller au combat de la crise, mais derrière tout ce qui est en anticipation et après la crise. Parce que quand on dit la crise est passée, les choses sont revenues normales, celui qui a perdu sa maison, la forêt qui est brûlée sur 20 ou 30 hectares, avant que ça revienne normal, c'est pas demain la veille. Et donc, je me suis dit, tiens, il faut qu'on crée, qu'on mette cette intelligence et cette expérience, il faut qu'on puisse proposer à ces gens-là, quand il y a un pépin et que les pompiers sont sur le départ, ou que ce n'est pas un pépin qui génère l'intervention des pompiers. Vous avez un problème de réseau de distribution d'eau. Si vous avez un problème sur le réseau de distribution d'eau, vous devez distribuer de l'eau. Comment on distribue de l'eau? Comment on organise tout ça? Eh bien, on a créé la réserve départementale de sécurité civile et qui se nourrit essentiellement d'anciens sapeurs-pompiers. C'est plus de 600 personnes qui peuvent être mis à disposition des communes. Alors, attention, mis à disposition dans un cadre très organisé. Ce ne sont pas des sapeurs-pompiers, c'est des gens qui ont une expérience de la gestion de crise et qui peuvent venir en groupe ou individuellement apporter soit aux personnes qui doivent prendre des décisions des renseignements et des schémas d'organisation, soit même mettre la main à la pâte. Donc ça, c'était 2012. Donc, vous avez introduit tout à l'heure, vous avez dit, on a été surpris. On n'a pas été tout à fait surpris. Ce qui s'est passé, c'est que, notamment en 2022, le calendrier ne correspondait pas. Mais ça, c'est la particularité de Dame Nature. Elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Et l'être humain qui a la prétention de la maîtriser, c'est un peu comme les gosses, il faut quand même qu'on prenne un peu de recul. Chaque fois qu'on gagne sur la nature, c'est-à-dire qu'on a bien déneigé les routes quand il neigeait, on a coupé les arbres quand le vent soufflait, on a contenu une inondation. Il faut bien se dire que c'est juste parce que la force qu'on avait, l'organisation qu'on avait, Dame Nature s'est déployée à due proportion de ça. Et que souvent, quand l'être humain maîtrise un événement naturel, c'est que la nature a roulé dans sa puissance à 0,00001% de ce qu'elle est capable de faire. Et quand on entend qu'un feu de forêt sur 300 mètres, c'est une tranche de centrale nucléaire, voilà, il faut qu'on remette beaucoup de modestie dans tout ça. L'heure avance et on a été tous bavards dès le début, mais le sujet est passionnant. Quand vous entendez tous ces événements, on se dit que les maires, ils n'ont plus le choix que de s'entraîner et d'être sensibilisés à ces sujets-là. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que les maires, alors pas des Vosges, qui sont tous au fait des choses, évidemment, mais est-ce que les maires, d'une manière générale, sont sensibilisés? Les maires sont sensibilisés d'abord par les lettres très ouvertes que nous pouvons recevoir de la préfecture, avec les mots « je vous rappelle », avec « à partir de » ou plus tard « le ». Voilà, donc on a un cadre réglementaire qui existe, et à défaut d'être sensible, on est sensibilisé. On est sensibilisé aussi par la population qui vient nous voir et qui nous dit « tiens, on s'interroge sur tel ou tel sujet ». On est sensibilisé. J'ai parlé tout à l'heure de l'équipe municipale, 6300 conseillers municipaux dans les Vosges. C'est quand même pas quelque chose d'anodin. Il faut surtout pas oublier les agents de la fonction publique territoriale, les employés communaux, comme on disait dans le temps, donc qui sont communaux ou intercommunaux, qui sont à la fois des gens qui sont au service du public et à la fois des gens qui peuvent exprimer leur inquiétude, mais qui peuvent aussi exprimer l'envie de faire et qui sont là aussi, quand on prend une décision politique au sens il est voté quelque chose au conseil municipal, derrière la réalisation, la concrétisation de tout ça, c'est avec ces agents-là. Donc c'est déjà un gros collectif qui est concerné, mais oui, les maires peuvent être préoccupés. Alors le problème, c'est que nous recevons de la préfecture pas juste des choses sur la sécurité civile.
On a une multitude de choses et la difficulté, c'est de prioriser les choses et la manière d'ordonnancer les choses. Parce que grosso modo, tous les matins, on est confronté à une chose, c'est qu'à la fois on nous parle de vie quotidienne, à la fois on nous parle de l'urgence de la vie des familles. On n'arrive pas à boucler les fins de mois, il y a un décès dans la famille, il y a le gamin ou la gamine qui n'a pas été pris comme les parents l'espéraient en charge dans les services périscolaires, il y a les routes dans lesquelles il y a des trous, enfin voilà. Et ça, c'est notre quotidien. Donc dans ce nuage-là, et qui est déjà un nuage, alors je ne connais pas le nom des nuages, mais c'est un noir avec plein d'éclairs à l'intérieur, et puis avec des vents qui compriment un peu. Donc voilà. Et tout ça le même pour jour. autant, oui, tout ça la même seconde. Et tout ça, il faut qu'on arrive à se dire à un moment donné, prenons un peu de temps et de recul pour gérer la gestion de crise. Donc c'est pas facile, mais on a la conscience. Il y a 2 outils qui vont être présentés. Un outil, enfin, je vais vous demander du coup d'aller assez vite, un outil qui relève de la science, de la recherche, et un outil qui est proposé par la préfecture pour alerter les populations. Anthony Collin, pour ce qui concerne la science. Oui, alors je vous rappelle en fait du rôle un peu de la recherche universitaire, c'est un peu un agitateur d'idées, de façon à faire bouger un petit peu les lignes au niveau des réglementations et puis des fois de venir en appui à certaines autres parties d'obligations. Donc par exemple à Nancy, on a une équipe en fait d'une vingtaine de personnes qui travaillent sur la thématique des incendies. Et pour vous donner quelques exemples de choses concrètes qu'on a réalisées, c'est qu'on a depuis une dizaine d'années travaillé sur les équipements de protection individuelle des pompiers. On a travaillé notamment sur le textile qui est utilisé par leur veste d'intervention. Historiquement, les pompiers de France sont tous en bleu marine. Quid des autres pays qui sont des fois en rouge, en couleur or. Voilà, est-ce que la couleur a un rôle sur le niveau de protection thermique de leur tenue? Autre exemple, les casques. En France, pareil, pour les défilés, on a un beau casque aluminisé qui est très brillant, qui est très joli en cérémonie, il faut le dire. Et il existe aussi des casques peints. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que, au sens de la réglementation, ils sont tous les deux performants? Mais est-ce qu'il y en a un qui dépasse les objectifs qui sont demandés? Et enfin, par exemple, le dernier exemple, c'est sur une lance qu'on appelle nous une lance diphasique, qui permet de réduire quasiment d'un facteur pas loin de 5 la consommation d'eau, c'est-à-dire de passer de 500 litres à 80 litres par minute. Et ça fait aussi des objets, des outils en fait que doivent traîner les pompiers qui sont quand même d'un poids un peu moindre, donc ce qui permet finalement une facilité d'utilisation. Alors au-delà des équipements, on vient aussi en appui de la réglementation pour tout ce qui est les OLD, par exemple, les obligations légales de débroussaillement. Parce que dans l'idée de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, il faudrait qu'autour de vos maisons, il n'y ait plus rien autour de 100 mètres. Voilà, il faut tout raser, il faut en mettre de la terre, comme ça vous n'avez aucun risque. Mais, voilà. Mais on ne peut pas arriver à ça d'un point de vue environnemental, c'est pas tenable. Et donc du coup, quelle est la charge un peu minimale, quel est le rôle des arbustes, des haies que vous allez mettre autour de vos maisons? Et donc c'est là en fait où on vient en appui pour essayer de définir un peu le critère maximal, on va dire, de végétation que vous pouvez retrouver autour de chez vous. On travaille également sur le nouvel indice météo qui vous est présenté depuis le mois de juin, mois de mai. Maintenant, quand il y a des cartes qui sont diffusées, pour essayer d'avoir des méthodes de plus en plus fiables. Il faut savoir que ce sont des méthodes qui viennent d'outre-Atlantique, donc c'est-à-dire américains ou canadiens. Et puis il faut l'adapter finalement à la végétation, aux problématiques, aux enjeux que l'on a sur notre territoire. Et enfin, en termes de modélisation, on développe aussi des outils d'aide à la décision, c'est-à-dire que ce sont des propagateurs. On définit un petit point dans les Vosges, quelque part. On dit, tiens, à Celles-sur-Plaine, il y a un feu. Dans 2 heures, dans 3 heures, où est-ce qu'il va se retrouver? C'est des façons de pouvoir aider les opérationnels sur le terrain. Alors, ça ne se décline pas tout à fait comme ça, parce que dans l'urgence de la crise, on n'a pas forcément le temps d'utiliser des logiciels, mais c'est plutôt utilisé en fait en amont, dans le cadre de formation, pour justement apprendre au mieux de gérer finalement ce fameux risque. Monsieur Bedoudzi, est-ce que ce sont des informations que vous pourriez diffuser au sein de l'AMF, l'existence en tout cas de ces recherches? Alors, on diffuse bien entendu les éléments qu'on a et on a un flux régulier auprès des communes. On a créé en 2020 une commission d'adaptation au changement climatique pour que les élus se mettent en route. Derrière tout ça, il y a des moyens financiers, il ne faut quand même pas l'oublier.
Le financement du ZIS, il est assuré à 40% par les communes, contribution obligatoire, 60% par le département. Et le département des Vosges a irrigué aussi, si je puis m'exprimer ainsi, en euros, des dépenses d'investissement qui étaient liées à la modification de tout ça. Donc les financeurs, conseil départemental des communes, l'État a pris en charge un certain nombre de dépenses liées à l'adaptation au changement climatique. Et donc voilà, et il faut qu'on coordonne tout ça. Donc effectivement, ces informations-là, elles font partie des choses, mais elles font partie des choses qu'il faut qu'on communique. Mais par contre, il faut ordonnancer les choses. Vous ne pouvez pas bombarder un individu d'une information tous les jours ou toutes les heures. Alors, un coup sur ceci, un coup sur cela, toujours sur la même thématique. Et depuis des années, on a comme vocation à l'Association des maires de militer pour qu'il y ait de la coordination, de la transversalité. Parce qu'on a parlé du rôle du maire en tant que directeur des opérations de secours. Mais le maire, c'est aussi un officier d'état civil qui a quelques obligations. C'est aussi le président ou la présidente du centre communal d'action sociale. Ça veut dire que quand quelqu'un est en détresse et quand il y a une gestion de crise, la personne qui est en charge d'une commune va être en responsabilité depuis la première seconde du moment qui se déclenche, où se déclenche la crise, jusqu'à l'accompagnement quand les pompiers sont repartis, quand les services de la préfecture sont repartis, quand tout le monde est reparti, la commune reste en responsabilité. Les élus restent en responsabilité. Quand les télés sont repartis. Donc il faut qu'on fasse attention dans la manière dont on informe les élus et dans la manière dont les élus vont informer la population. Il faut qu'il y ait une logique, une préparation pour que ce ne soit pas une multitude de choses qui soient balancées un peu comme on se débarrasserait d'un truc en se disant « m'en fous, je l'aurais dit ». Mais non, mais je m'en fous, je l'aurais dit. Il faut que ça serve. Au moment de la gestion de crise, c'est là qu'on évalue, on l'évalue après, on fait des retours d'expérience, et on regarde si la manière dont on a donné les choses, elle était correcte pour que les gens puissent s'en servir pendant la crise. Donc ça, c'est un autre chantier, la coordination, l'interface entre tout le monde, qui prend un temps fou et une énergie folle, mais qui est indispensable, parce que sinon, on bombarde chacun, et en plus dans ces termes. Donc, il a fallu qu'on apprenne aussi à échanger sur des plateformes de termes techniques qui parlent à tout le monde. Et ça, c'est un autre boulot qu'il faut faire aussi. Parce que si tout le monde se réunit et que chacun parle sa langue, il me semble qu'il y avait une tour qui avait été qualifiée comme ça. Et donc, si chacun parle sa langue et que personne ne se comprend, ben c'est la tour de Babel. Et dans ces cas-là, la crise, elle n'est pas gérée. Sylvie, vous aviez 2 mots à communiquer sur le dispositif FR Alert qui nous concerne tous en tant que citoyens. Ouais. FR Alert, donc c'est un outil d'alerte européen. Il est aussi développé dans d'autres pays. En France, on l'aime. Il a été opérationnel au mois de juin 2022. Alors, c'est vraiment un super outil parce que ça permet d'alerter, ça permet d'envoyer des notifications sur les portables qui sont dans un périmètre de danger. Ce qui fait que même si vous n'habitez pas à l'endroit, mais vous y passez en voiture ou vous êtes invité chez des copains, vous y arrêtez, vous aurez une alerte à partir du moment où votre téléphone n'est pas en mode avion. Vous aurez une alerte, donc c'est une notification qui va arriver sur votre portable, comme pour les soldes. Voilà, attention, feu de forêt, voilà, tel endroit. J'ai un exemple, on regardera après. Donc comment ça se passe Donc ça, c'est à la main des préfets de département. Donc quand on est en COD, centre opérationnel départemental, c'est la cellule de crise de la préfecture, et qu'on voit que donc il y a un danger sur un certain périmètre et qu'on veut vraiment prévenir les gens, on va leur dire soit évacuer, soit au contraire rester confinés. Donc on va pouvoir, voilà, on va rédiger un message qui va partir et un périmètre. Le message va partir sur les opérateurs de communication électronique, donc sur les antennes. Et ensuite, ces antennes-là vont rediffuser le message sur leur périmètre. Donc, je n'ai pas besoin de vous donner un petit post-it avec mon numéro de téléphone à la fin de la réunion. Et vous allez m'alerter si jamais il m'arrive quelque chose. Voilà, et heureusement, parce que ça, on ne pourrait pas gérer les numéros de téléphone. Voilà, donc il faut comprendre que même si nous, on fait un périmètre qu'on envoie sur les antennes du périmètre, après, c'est le périmètre de l'antenne. Donc, ça dépasse
en général, l'alerte dépasse le périmètre de danger. C'est pour ça que dans les alertes qu'on va faire, je dis ça parce qu'on l'a encore jamais fait, on l'a fait juste en exercice, on mettra toujours bien le lieu, l'endroit où il y a le sinistre. Donc voici un exemple qu'on a fait lorsqu'on a joué au feu de forêt pendant 3 jours au mois d'avril sur Saint-Dié. Tintru, je crois aussi, hein, vous étiez dans la boucle, ouais. Donc on a fait un exercice et donc on a utilisé FR Alert pour la première fois. Donc on a fait un périmètre, vous voyez ce périmètre-là. Alors il est un peu bizarre, mais on l'a fait exprès pour englober une colonie de vacances, je crois. Et puis il y avait un établissement, je ne sais plus. Donc voilà, on l'avait découpé. Comme ça. Et donc, voilà l'alerte qu'on y a fait. Feu de forêt en cours sur la commune de Saint-Dié. Lieu dit Chaumont, Grand Rupt, Grand Margotte. Ne pas se rendre sur place, laisser les moyens de secours. Voilà. Exercice, 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 ça veut dire qu'on joue. Voilà. Et on avait fait un petit paragraphe parce que c'était la première fois qu'on le faisait. Donc, on voulait avoir le retour des gens, savoir comment ils avaient vécu FR Alert. Pour faire simple, on a eu une centaine de retours qui nous ont dit « Ah là là, ça fait peur, mais c'est rassurant ». Donc voilà, c'est un peu le but, ça fait peur, parce qu'il paraît que ça sonne très très fort. Voilà. Mais du coup, vous savez ce que vous avez à faire ou à ne pas faire. Voilà, et c'est un système donc, européen. Par exemple, moi j'ai un collègue qui a été en Roumanie cet été. Il y a eu des orages très violents et ils ont fait jouer... Donc du coup, c'est RO, pas FR, RO Alerte. Et il a reçu sur son portable, puisqu'il était dans la zone, en français et en anglais, une alerte qui lui disait attention orage, restez confinés. Voilà, donc c'est vraiment un super outil. Ça fonctionne. Juste le seul truc, c'est que ça déborde le périmètre. Donc des fois, les gens râlent un peu en disant mais je n'étais pas tout concerné. Mais ça va s'affiner, je pense. Je vais me balader parmi vous parce que je suis désolée, je n'ai pas tenu le temps. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont des questions à poser à nos intervenants ou des retours d'expérience? Et j'ai une question aussi. Qui connaît le 10 crimes de sa commune? Si vous le connaissez, vous vouliez dire quelque chose? Je ne le connais pas, mais j'aurais une question à poser si vous le voulez bien. Oui, vous avez parlé de prévention à diverses reprises, les uns et les autres. Et je crois savoir que la majeure partie des forêts en France est propriété privée. Qu'est-ce qu'un maire peut faire? Je parle un peu d'expérience en la matière. Qu'est-ce qu'un maire peut faire pour obliger un propriétaire privé à entretenir son bois, sa forêt, et en particulier l'obliger à débroussailler, puisque débroussailler, c'est un moment de prévention, je crois, essentiel. Qu'est-ce qu'un maire peut faire? À mon avis, ce n'est pas toujours très facile. C'est jamais facile parce que d'abord, souvent dans les communes, on se connaît. Donc quand il faut aller dire à quelqu'un, t'es pas dans les clous et il va falloir te plier à quelque chose, il y a deux choses. Alors en France, c'est effectivement 60% de forêts privées et 40% de forêts communales. Il faut savoir que dans les Vosges, c'est exactement l'inverse. C'est 60% de forêts publiques et 40% de forêts privées. Mais ça ne change rien à l'équation. Donc comment on fait? Alors, on a deux soucis. Soit vous avez de gros propriétaires forestiers qui sont identifiés et qui sont organisés. Ça, c'est facile d'avoir une interaction avec eux. Et souvent, ils sont très conscients parce que c'est leur patrimoine quand même aussi. Il y a deux choses. Il y a l'entretien des lisières, ce que la loi dit de contraint comme obligation. Et puis, il y a les modes de gestion des forêts qui a fortement évolué. Avant, quand une parcelle était... On faisait souvent ce qu'on appelle des coupes à blanc et il ne restait plus rien sur le sol. Depuis 25 ou 30 ans, on a dit c'est peut-être pas très malin. Il faut qu'on fasse plutôt de la futée irrégulière. Il faut peut-être qu'on laisse au sol de quoi régénérer. Donc, il faut qu'on laisse des brindilles au sol. Juste une chose, vous regardez la ville de Sarajevo. Sarajevo, c'est une ville qui est entourée de forêts, qui était entourée de forêts. Vous regardez les photos juste avant la guerre. Il y avait des forêts qui étaient presque à la porte de la ville. Et les gens avaient de l'énergie pour se chauffer, se nourrir, se déplacer, etc. Ils n'avaient plus besoin de la forêt. La forêt est venue aux portes de la ville. Après la guerre, ou pendant la guerre,
il n'y a plus d'énergie qui est arrivée dans cette ville, eh bien, en quelques années, on a vu ce qu'on voyait sur les photos du 19e siècle ici. Tout a été rasé parce que la moindre brindille était utile aux gens. C'est-à-dire que quand on a décidé de changer le mode de forestier en disant on peut laisser des brindilles, ben, les brindilles elles n'intéressaient plus non plus les gens. Donc il y a la gestion forestière et puis il y a des limites administratives. Donc on peut mettre en demeure les personnes et puis si elles ne veulent pas s'exécuter, il y a tout un processus puisqu'on est dans un État de droit, une démocratie. Et quand on ne respecte pas la loi, ben, après il faut enclencher des procédures qui sont contraignantes. Mais c'est très lourd. Et donc, il faut qu'on essaye d'être plutôt en relation avec les personnes. L'autre difficulté, c'est les parcelles forestières dont les propriétaires ignorent même qu'ils sont propriétaires. Les toutes petites parcelles ou les parcelles qui sont en indivision, au bout de 5 ou 6 générations, on appelle des gens, des fois, ils ne savent même pas où est la commune sur la carte de France. Donc ça, c'est une autre difficulté. On a une deuxième question ou un deuxième témoignage. Oui, c'est une question. Merci pour ces interventions très intéressantes. J'ai appris beaucoup. J'ai l'impression qu'on a peu parlé de l'évolution dans les années à venir. Parce qu'en fait, les feux de forêt de grande ampleur dont vous avez parlé vont devenir de plus en plus fréquents. Et aujourd'hui, notre forêt vosgienne, elle meurt. Enfin, la plupart des conifères sont vraiment en danger. Donc comment vous anticipez et quel dialogue avec la population pour anticiper cette situation? Et j'ai l'impression qu'on est dans une espèce d'obligation d'optimisme qui fait qu'on n'arrive pas à dire aux gens clairement voilà la situation et voilà ce qui va se passer. Merci. Alors pour répondre à votre question, ce qu'il faut imaginer effectivement, c'est que la forêt vosgienne est malade à l'heure actuelle pour des causes de champignons ou de parasites. Et elle est en train de se transformer, tout comme le reste du territoire français. C'est-à-dire qu'on a des essences de végétation qui étaient au départ, et initialement dans le sud de la France, qui remontent tout doucement le sillon rhodanien. Et on va avoir comme un remplacement d'essences qui étaient endémiques ici et qui vont être remplacées finalement par exemple par le chêne-liège. Bon, on n'y est encore pas en fait dans les Vosges, mais le chêne-liège remonte progressivement en fait vers le nord de la France. Après, pour ce qui est, on va dire, des feux de grandes ampleurs, malheureusement, on s'attend à ce que la fréquence, les occurrences augmentent au fil du temps. Je pense que les services de secours sont mieux préparés qu'il y a une trentaine d'années dans le sud de la France, c'est-à-dire que comme vous avez des notions de colonnes de renfort qui redescendent vers le sud de la France, même les pompiers du Nord sont maintenant entraînés et sont équipés pour faire face à ce risque-là. Et ce qui fait que dans les départements comme celui des Vosges, vous avez maintenant des gens, des spécialistes en fait de ce domaine-là, qui sont prêts et même toute la grande zone Grand Est en fait, à venir en renfort en cas de problème. Mais clairement, ces épisodes de grands feux vont malheureusement se multiplier dans l'avenir. Peut-être comment prévenir la population, parce que c'était votre question. Alors déjà, vous avez vu, on n'a aucune boule de cristal. Donc qu'est-ce qui se passera dans 10 ans? Comment le climat réagira? Et comment l'être humain et la végétation réagiront? Quelles sont les interactions? On peut se projeter sur un certain nombre de choses. Ça n'atterrira pas là où on a projeté les choses. Mais ce n'est pas grave. Il faut qu'on ait conscience de... Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a eu tout un travail qui a été fait pour que les populations, notamment dans les Vosges, prennent conscience que la forêt est inattaquable par le feu. Il faut qu'on sorte ça de notre tête. Et depuis 2-3 ans, on a travaillé sur comment chacun prend conscience de l'information. Alors, l'information, elle n'est pas au singulier, elle est au pluriel. Il y a les professions agricoles, il y a des gens qui travaillent dans les forêts, qui peuvent démarrer des feux, ça a été rappelé en début de réunion. Il y a la population qui randonne, il y a la population qui bénéficie d'un droit d'aller chercher du bois dans la forêt. Il y a des gens qui ont... cette année, un des feux de forêt est parti d'un incendie de maison. Donc, il y a aussi une interaction. Les gens qui pensent que parce que chez eux, ils brûlent un peu d'herbe, c'est pas grave parce que la forêt est à 200 mètres. Mais de l'herbe qui brûle, on a parlé tout à l'heure de quelque chose qui allait à la vitesse d'une personne, à 1 mètre à la seconde. 1 mètre à la seconde, ça va vite. Et en plus, c'est pas 1 mètre linéaire, c'est un périmètre, c'est un rayon. Donc, il y a 1 mètre carré, 2 secondes après, il y en a 4. Et puis, 3 secondes après, il y en a 8, 10. Et un être humain, une fois qu'il y a 10 mètres carrés autour de lui, il n'est plus capable de gérer tout ça. Donc il faut qu'on arrive à apprendre à la population, bien entendu la population jeune,
Mais ce n'est pas souvent les jeunes qui font des petits founets, des petits brûlés, des petits comme ça. Alors il faut qu'on s'organise. Pour compléter, donc sachez qu'on a tiré quand même les enseignements de 2022, hein, du grand feu, si je peux dire, du Ménil de 2022. Dès la fin 2022, début 2023, on a constitué des groupes de travail avec les maires, avec le SDIS, avec la DDT, hein, Direction départementale des territoires. On a fait des groupes de travail sur de la cartographie pour cartographier l'ensemble de nos forêts, et notamment cartographier les parties inaccessibles. Le but étant de rendre les chemins accessibles dans les forêts. Donc ça, il y a un gros travail fait par le SDIS de cartographie. On a fait un groupe juridique aussi, puisque vous savez qu'on aime bien obliger les gens à, donc on a rebalayé l'arrêté préfectoral qui oblige à, mais il y a ma foi des fois que comme ça que ça marche. Et il n'était pas très clair, donc on l'a rendu bien clair pour ne pas être opposable, etc. Voilà. On a un groupe de travail qui travaille sur le plan de communication, qui a monté un plan de communication et qui, dès le mois d'avril, début de la saison feu de forêt, hein, qui va d'avril en septembre, dès le mois d'avril, voilà, on a déjà tous des flyers, des messages, voilà, attention, et on cible les messages en fonction de la saison, si je peux dire, hein, donc ça va être les agriculteurs, etc. On a fait un gros travail avec tous les partenaires qui ont été cités par Monsieur Peduzzi, qui eux aussi relaient toute notre communication et qui nous aident, notamment l'ONF, bien sûr, qui nous aide à aller sur le terrain et à dire, voilà, là c'est inaccessible, pour rendre inaccessible, il faut faire tels travaux. Également pour cartographier les points d'eau et l'accessibilité aux points d'eau. Et ensuite, on a fait un groupe de travail qu'on appelle aménagement, qui vise à donner des subventions aux communes qui auraient des projets d'aménagement justement pour mettre des points d'eau dans une forêt inaccessible, etc. Donc voilà, on s'organise pour avoir moins de crises ou avoir une crise plus facile à gérer derrière. Peut-être deux choses. Hein. C'est kafkaïen notre truc. 95 ou 98% des feux sont d'origine humaine. Les forêts qui sont inaccessibles, c'est tant mieux. La population ne peut pas y aller. Mais comme il faut que les secours puissent y aller, il faut qu'on crée des voies de déplacement. Si on crée des voies de déplacement, on sait que la population va y aller. Donc, voyez un peu le cheminement. Puis, comme on est au festival international de géographie, j'aimerais vous dire que le travail qui nous reste à faire est à peu près à la hauteur du travail de conviction et de prise de conscience qui a eu lieu il y a un certain temps, pas très longtemps, entre ceux qui défendaient que la Terre était plate et ceux qui défendaient que la Terre était ronde. Donc, pour la conscience des feux de forêt dans les Vosges, il nous reste quand même un tout petit peu de boulot parce que vous avez encore beaucoup de gens qui sont hyper convaincus que dans les Vosges, c'est impossible qu'il y ait des feux de forêt. Donc, vous voyez le cheminement entre la Terre plate et la Terre ronde, ben, on a encore un peu de boulot. La salle s'est vidée, mais quand même, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Donc, si toutes les personnes étaient là, sont sensibilisées déjà à ce que vous venez de dire, on a débordé. On doit libérer la salle parce qu'évidemment, nous ne sommes pas les seuls à avoir des conférences. Est-ce qu'il y a une ultime question, un témoignage? Sinon, ben, je vous propose que nos intervenants puissent être applaudis. Et qui reste à votre disposition. N'hésitez pas à prendre des documents et à laisser vos coordonnées si vous voulez être contacté sur ces sujets-là. Merci à tous. Et nous sommes sur le stand à l'entrée du festival. N'hésitez pas aussi à venir nous voir si vous avez besoin.